Et comment, ça va? Dans un hôpital de Seattle, Samantha et Will apprennent que le bébé sera un garçon. Plus tard, avant de partir à l'aéroport, Will dit à Samantha qu'il va demander la permission à son père pour l'épouser. À Chicago, Will participe à quelques réunions professionnelles avant de rendre visite aux parents de Samantha, Paula et Tom. Il l'accueille chez eux, mais l'ambiance est manifestement tendue. Pendant le dîner, Tom dit avoir entendu que Will et Samantha envisagent de vivre ensemble et demande des garanties pour l'avenir. Tom veut savoir si en cas de rupture, Will ne réclamera pas l'argent qu'il pourrait envoyer pour aider sa fille. Will répond qu'il a un bon emploi et qu'ils n'ont pas besoin de son argent, ce qui provoque une dispute. Paula tente de calmer les deux, sans succès, et finit par dire qu'il est tard et demande à Will de partir avant que la situation empire. Le lendemain matin, Will s'est réveillé par un appel vidéo de Samantha et réalise qu'il est en retard pour son vol. Elle veut parler de ce qui s'est passé avec ses parents, mais la communication est interrompue par des bruits étranges. Samantha explique qu'il y a eu une coupure de courant et dit que quelque chose ne va pas. Elle admet même avoir peur. L'image commence à se brouiller et l'appel est interrompu. Will essaie de rappeler, mais sans succès. En route vers l'aéroport, il tente encore de la joindre, mais elle ne répond pas. Lorsqu'il essaie d'embarquer, il est surpris de découvrir que tous les vols ont été annulés. Les informations parlent de forts séismes sur la côte sud de la Californie, puis le contact avec le studio de Los Angeles est perdu. Rapidement, un bulletin annonce des pannes d'électricité et de télécommunications dans toute la partie ouest du pays. Soudain, les écrans commencent à clignoter et les lumières de l'aéroport s'éteignent aussi. Will sort du bâtiment et voit des gens paniqués partout, paie un supplément à heure de taxi pour retourner en ville. En chemin, il essaie encore de joindre Samantha, mais toujours sans succès. Peu après, il revient chez Paula et doit monter par les escaliers car l'ascenseur ne fonctionne plus. Il raconte aux parents de Samantha sa dernière conversation avec elle, tout en remarquant des avions de chasse survolant la ville. Le couple fait ses valises et Tom explique qu'il partira chercher Samantha, tandis que Paula ira chez leur autre fils. Will accepte de l'accompagner. Lorsqu'ils sortent dans la rue, la voiture est bloquée dans un terrible embouteillage car tout le monde essaie de fuir. Le GPS et le téléphone ne fonctionnent pas et les gens envahissent les supermarchés pour chercher nourriture et carburant. Le duo s'arrête dans un supermarché et Tom entre pour acheter des provisions pendant que Will remplit un bidon d'essence. Une femme s'approche pour flirter et quand il la repousse, ses amis viennent à sa défense. Alors qu'ils sont sur le point de briser les vitres de la voiture, Tom crie pour qu'il s'arrête. Il fait semblant de vouloir donner de l'argent, mais dès qu'il arrive à la voiture, il sort une arme et les menace jusqu'à ce qu'ils partent. En s'éloignant, Will reproche à Tom de ne pas avoir dit qu'il était armé. Tom répond que sans cette arme, ils auraient tout perdu. Sur la route, la circulation est encore pire et l'armée bloque le passage. Tom descend pour parler aux soldats et leur explique la situation jusqu'à ce qu'ils aient de la compassion et les laissent passer. Peu après, ils voient des trains transportant de nombreux équipements militaires vers l'ouest, ce qui accroît leur inquiétude sur ce qui pourrait se passer. La nuit, une voiture de police les oblige à s'arrêter sur le bas-côté. Will sort pour parler avec le policier, mais Tom remarque aussitôt qu'il ne s'agit pas d'un vrai agent et crie à son ami de revenir. Quand l'homme tente de tirer, Tom fait marche arrière pour l'effrayer et finit par percuter la voiture. Will entre rapidement dans le véhicule et ils prennent la fuite, tandis que le faux policier rate ses tirs. Comme l'homme les poursuit avec la voiture de police, Tom dit à Will de charger l'arme. Le faux agent percute l'arrière du véhicule et Tom reprend le contrôle du volant. Quand l'homme aligne sa voiture à la leur, Will rate son tir et Tom doit lui expliquer comment recharger correctement. Les véhicules continuent de se heurter jusqu'à ce que Will tire enfin, sans succès. En voyant une voiture abandonnée sur la route, Tom dirige brusquement la sienne vers elle, forçant l'autre à percuter le véhicule stationné, réussissant ainsi à le semer. Peu après, des cerfs apparaissent sur la route et Tom fait un virage brusque, faisant dévaler la voiture dans une pente où elle s'écrase contre un arbre. Cela permet au faux policier de s'approcher et de pointer son arme vers Will en lui ordonnant de sortir. Cependant, Tom le surprend par derrière et le frappe plusieurs fois jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ensuite, il informe Will qu'il lui a cassé les côtes. Ils montent ensuite dans la voiture de patrouille et l'utilisent pour remorquer celle de Tom. Le lendemain, ils arrivent dans un parc de caravanes où tous les habitants se méfient d'eux. Dans l'atelier, ils rencontrent Ricky qui accepte de réparer la voiture. À la radio, les journalistes expliquent que toutes les communications sont coupées à l'exception des radios amateurs locales et des ondes courtes. Le gouvernement reste silencieux et personne ne comprend ce qui se passe. Tandis que des cris d'aide se mêlent aux bulletins d'information, ils remarquent que les oiseaux volent en formant des motifs étranges dans le ciel. En allant aux toilettes, Tom observe un grand hématome sur son corps, qui est très douloureux. Ricky dit alors qu'elle peut faire une réparation temporaire, mais la voiture tombera de nouveau en panne sur la route. En apprenant qu'elle comptait aller en Californie, Tom lui propose un accord. Il la paiera pour venir avec eux, ce qui la rapprochera de sa destination et lui permettra de réparer la voiture en cas de panne. Après avoir hésité, Ricky accepte, mais demande plus d'argent. Avant de partir, ils chargent la voiture avec les outils de Ricky. La nuit, ils remarquent une voiture qui les suit, alors ils s'arrêtent et éteignent les phares. Lorsque la voiture les dépasse, ils la suivent en se guidant par ses feux arrière. Quand Ricky consulte sa boussole, elle remarque que l'aiguille tourne follement dans tous les sens.
Soudain, une autre voiture apparaît en face et Will doit dévier d'urgence. Le nouveau véhicule entre en collision avec celui qu'il suivait, envoyant les deux dans le fossé. Will vérifie l'une des voitures mais ne trouve aucun survivant. Ricky inspecte l'autre et trouve une femme morte. Le mari tente de parler mais il est clairement en train de mourir. Lorsque Ricky et Will proposent de l'emmener à l'hôpital, Tom refuse, disant que c'est trop loin et qu'il mourrait en route. Tom et Will retournent à la voiture, mais Ricky reste figé, regardant les corps. Une autre voiture s'arrête à proximité et plusieurs hommes à l'allure étrange en sortent. Méfiant, Tom accélère pour s'éloigner, mais Will le convainc de retourner chercher Ricky. En partant, Tom explique qu'il ne l'a reprise que parce que Will l'a demandé. Ricky se vexe et dit qu'elle ne réparera plus la voiture, alors Tom secoue exprès le véhicule pour qu'elle se cogne le visage contre le siège. Plus tard, lorsqu'il s'arrête pour faire le plein, Ricky et Will observent les nuages se comporter étrangement. Soudain, un éclair frappe un poteau et une violente tempête commence. Tom a du mal à conduire, car même avec les phares, la visibilité est faible. Il décide d'attendre sous un pont que la pluie cesse. Le lendemain, le temps s'améliore et ils reprennent la route. En passant devant une tour de radio, l'autoradio capte un signal. Le journaliste dit qu'il n'y a toujours pas d'internet, pas de réseau mobile et aucune information du gouvernement. Quelques kilomètres plus loin, le trio trouve la route bloquée par des habitants et leurs véhicules. Le shérif se méfie d'eux, mais les laisse passer après que Will ait cité plusieurs noms connus en ville. Ensuite, Will s'arrête pour rendre visite à son amie Meg, qui dit n'avoir aucune nouvelle de son mari depuis qu'il est parti en voyage d'affaires avant l'incident. Will en profite pour prendre une douche, Ricky fait l'entretien du véhicule et Tom remplit les bouteilles d'eau. Meg fait une crise émotionnelle, pensant que son mari ne reviendra jamais. Will tente de la réconforter et lui promet que tout ira bien, mais il dit qu'il doit continuer la route. Le trio repart alors. Une fumée au loin attire leur attention et ils découvrent un avion militaire écrasé. Ricky se demande qui a été abattu. Un peu plus tard, ils arrivent dans un parc aquatique. Ils décident d'acheter des provisions. Ricky saute dans la piscine en espérant nager, mais l'eau est très chaude. Après avoir vu passer un hélicoptère militaire, ils commencent leur recherche. Il n'y a pas d'argent dans la caisse et tous les pneus des voitures ont été crevés, mais ils parviennent à remplir leur bidon d'essence. Tom a du mal à les porter à cause de sa blessure et Will doit l'aider. La nuit, en passant devant une antenne, tous les téléphones vibrent. Tom reçoit un message vocal. C'est Samantha qui dit qu'elle l'aime, mais l'audio est rempli de parasites et se coupe avant qu'elle ne puisse en dire davantage. Quand Tom tente d'appeler Paula, il n'y parvient pas. Soudain, il voit une file de personnes marchant le long de la route en toussant. De la fumée est visible au loin et en s'approchant, il découvre que toute la région est en feu. Ricky pense qu'il devrait faire demi-tour, mais Will affirme que c'est la seule option. En traversant, la voiture est enveloppée de fumée et de cendres. Will s'arrête en voyant une femme au milieu de la route et elle dit qu'elle a un pneu crevé. Ricky et Will veulent l'aider, mais des hommes armés surgissent de leur cachette. Ils ont forcé la femme à servir d'appât. Les bandits essayent de voler leur carburant. Will tente de se battre avec l'un d'eux, mais il est facilement mis au sol. Quand Tom essaie de saisir son arme, il sent une douleur à ses côtes cassées et tombe. Après avoir forcé Ricky à remplir leur réservoir, les bandits s'en vont. Ils volent tous les bidons d'essence. Le trio remonte en voiture et Will invite la femme à venir avec eux, mais elle préfère rester avec son mari inconscient. Une course-poursuite commence au milieu de la fumée et les bandits ouvrent le feu. Alors Will réplique en percutant leur véhicule. Tom continue de tousser et peine à bouger. Alors il donne son arme à Ricky. Après quelques tirs, elle vise les pneus des assaillants et fait capoter leur voiture. Lorsque la voiture des bandits se retourne, Ricky court pour récupérer les bidons. Mais un homme refuse de les lâcher. Une bagarre éclate jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à saisir un des bidons. Will crie alors pour qu'elle s'enfuit car il a vu une fuite de carburant. Heureusement, ils sont déjà loin lorsque la voiture explose. Quelques instants plus tard, Ricky demande à Will d'arrêter la voiture. Elle sort en courant et fait une crise en réalisant qu'elle a tué des hommes. Tom et Will se rappellent qu'elle leur a sauvé la vie, mais la laisse tout de même seule pendant un moment. Au lever du soleil, Ricky n'est toujours pas revenu. Will l'appelle, mais n'obtient aucune réponse, et il se rend compte que ses affaires ont disparu. Tom admet qu'il n'aurait pas dû lui demander de venir. Alors que le voyage continue, Tom commence à cracher du sang. Il s'arrête en découvrant un site d'accident avec plusieurs voitures et un train entier. Will part chercher du carburant. En revenant, il trouve Tom incapable de respirer, ses poumons s'étant effondrés. Pour soulager la pression, Will insère une aiguille dans sa poitrine, ce qui aide Tom à respirer à nouveau. De retour sur la route, Tom demande à Will de promettre qu'il prendra soin de Samantha. Ils se rapprochent en parlant de leur famille et finalement, Tom admet que Will est un homme bien. Il dit qu'il sait que Samantha est enceinte et que Will sera un bon père. La nuit, ils traversent un pont rempli de voitures abandonnées. Lorsqu'un groupe armé bloque la route, Will explique que son ami a besoin de soins médicaux. Le groupe, inquiétant, lui ordonne d'avancer. Mais Will comprend que c'est un piège et commence à reculer. Deux hommes à moto le poursuivent pendant qu'il fait demi-tour et tire sur les assaillants. Il effectue alors des virages brusques faisant tomber les deux motards. Ils parviennent à continuer, mais une camionnette bloque encore le passage. Tom tire tandis que Will évite le véhicule, provoquant le renversement de la camionnette et leur permettant de passer par le bord du pont pour s'échapper.
s'échapper. Malheureusement, l'effort est trop grand pour Tom, qui meurt sur la banquette arrière. Peu après, Will arrête la voiture et regarde le corps, se demandant quoi faire. Il décide de continuer, mais la voiture tombe en panne à la tombée de la nuit. Après avoir crié de frustration, Will recouvre la voiture et le corps de Tom avec du carburant et y met le feu en guise d'adieu. Le lendemain, Will continue à pied, alors que des voitures passent sans s'arrêter. Finalement, une voiture s'arrête et la famille accepte de le prendre en stop, à condition qu'il remette son arme. Pendant le trajet, ils essaient d'utiliser la radio sans succès. Un peu plus tard, ils arrivent chez le père de Will. Là, il dit à la famille qu'ils peuvent rester. Après quelques heures de sommeil, Will leur propose de garder toutes les provisions en échange de la voiture et le père accepte. Avant de partir, Will récupère son arme. Le lendemain, Will découvre une ville en ruine, mais continue d'avancer. Il arrive enfin à Seattle, où des cendres tombent du ciel. Il y a de nombreuses voitures abandonnées et il entre dans un camion de pompiers pour prendre un masque à gaz. Il continue à pied, remarquant les corps dans les voitures. En regardant la ville, il voit de la fumée s'échapper de la majorité des bâtiments. Il traverse les rues en évitant les véhicules détruits jusqu'à son immeuble. En montant par l'escalier de secours, il entre par une fenêtre dans son appartement pour découvrir que la moitié du bâtiment s'est effondré. Sur un mur, un message de Samantha indique où la trouver. Will conduit alors aussi vite qu'il peut jusqu'à l'adresse. Jeremiah l'accueille avec une arme à la main, mais Samantha l'arrête et court vers son petit ami. Une fois calmé, Will lui parle de son père, disant qu'il n'aurait pas survécu sans lui. Cette nuit-là, Will est réveillé par un bruit sourd. Il sort pour enquêter et voit les aurores boréales dans le ciel. Samantha et Jeremiah boivent autour d'un feu de camp, alors il les rejoint. Il raconte comment la ville a été frappée. Selon eux, un tremblement de terre a eu lieu et les policiers ont ordonné une évacuation de dernière minute. Pourtant, Jeremiah ne croit pas à la thèse du séisme. Il pense qu'une bombe nucléaire a touché la côte et qu'un virus a détruit tout le réseau avant que quelqu'un ne comprenne. Will n'y croit pas et Jeremiah l'inquiète encore plus en demandant à voir son arme. En privé, Samantha assure à Will qu'elle ne croit pas non plus à cette histoire. Le couple finit par se rapprocher intimement. Plus tard, Will va aux toilettes et voit Jeremiah en train d'inspecter sa voiture. Le matin suivant, Jeremiah s'excuse pour ses paroles de la veille, disant qu'il était ivre. Will le confronte au sujet de la voiture et Jeremiah affirme avoir vu deux garçons essayer de voler des affaires. Apparemment, les enfants ont couru dans la forêt, alors les deux hommes partent les chercher mais ne trouvent que des cerfs. Will annonce alors à Jeremiah que lui et Samantha vont partir. Il invite Jeremiah à les accompagner, mais celui-ci répond que Samantha veut rester. Ensuite, il se tourne avec une arme prête à tirer, mais Will tire le premier. Un énorme nuage noir s'approche à une vitesse terrifiante. Alors Will court chercher Samantha et il s'enfuit en voiture. Le nuage balaye la région avec violence tandis que le couple fonce sur la route, espérant survivre à la tempête, finissant ainsi How It Ends, un thriller mystérieux sorti en 2018. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.